Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La signature électronique, entre cryptographie et réglementation, la technologie qui cartonne en ce moment. Fabrice Arezou, CCO de LuxTrust à Luxembourg et à Paris. Un prestataire de services de confiance, il doit s'assurer que son infrastructure, toutes les machines et surtout tous les logiciels qui font cette chaîne soient robustes et prêts à répondre aux potentielles attaques du fait de l'évolution de la techno. Après une carrière hyper pointue entre Oracle et Reuters, Fabrice nous donne toutes les clés pour comprendre la signature électronique. De l'avancée à la simple, en passant par la qualifiée, vous saurez tout des normes en vigueur et de la manière dont les acteurs du monde financier déploient ces solutions en interne et pour leurs clients. Fabrice nous parle de LuxTrust, de ses clients et décrit les déploiements de use cases propres à l'industrie financière et notamment dans un contexte post-Covid. Accrochez-vous quand même parce que c'est un épisode plutôt technique et réglementaire. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour Solène. Alors je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur FinScale pour nous parler de signature électronique. Alors ça risque d'être un petit peu technique, donc je vais te demander d'être assez didactique et de donner pas mal de détails parce que c'est vrai que ça peut vite tomber dans des thématiques un peu technologiques et techniques pour nous tous. En tout cas, un grand merci pour ton temps. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, absolument. J'ai rejoint LuxTrust il y a 3 ans maintenant, qui est un tiers de confiance, enfin un prestataire de services de confiance. On va expliquer un peu après ce que c'est. Mais moi, à l'origine, mon background, c'était plus dans la finance, puisque j'ai commencé dans la banque à Luxembourg. Et ensuite, j'ai rejoint assez rapidement la société Reuters, qui est devenue Thomson Reuters. Donc, toujours dans le domaine des services et des solutions aux banques, donc plutôt des gros systèmes dans la gestion des risques. Ce qui m'a permis de beaucoup voyager, puisque même si j'étais basé à Luxembourg, en fait, j'avais essentiellement des clients à l'international. Ça, c'était chez Reuters, quand tu étais chez Reuters. Ça, c'était chez Reuters et je suis resté une douzaine d'années, donc dans des rôles différents, de consultant, avant-vente ensuite, et puis après, plus dans le management et tout ce qui était gestion stratégique. Après, quand on parle de Reuters, excuse-moi, je t'interromps, mais quand on parle de Reuters, c'est donc ce qu'utilisent les traders en salle des marchés. C'est un outil en fait qui permet de recenser plein d'informations financières. Oui, Reuters, c'était vraiment une grosse machine, puisqu'à l'époque, c'était 100 000 employés. La partie la plus visible émergée de l'iceberg, c'était l'agence de presse, qui opère toujours aujourd'hui sous le nom Reuters. Oui, mais effectivement, en dessous, c'était une très grosse agence d'information financière. Donc, ça allait des données qui étaient prises des bourses et des places de marché pour les transmettre vers tous les traders, vers toutes les banques et surtout vers des gros systèmes qui tournent dans les banques pour calculer les risques et respecter les diverses réglementations qui sont assez strictes dans le domaine. Donc, c'est une grosse machine d'information au sens large, mais surtout, l'essentiel des revenus venait des informations financières. Et ensuite, je suis passé plus vers... donc là, c'était le domaine des solutions avec Reuters, solutions financières. Après, je suis allé plus vers le hardcore technique, vers Oracle. Ça, c'est vraiment l'éditeur de logiciels. Toujours pour des logiciels dans le domaine financier, mais plus là, tout ce qui était fraude, anti-blanchiment, etc. Donc là, pareil, c'était la région qu'on appelait EMEA à l'ouest. Donc, c'était tout ce qui était France, Italie, les pays du Sud. Et puis après, vraiment plus vers tout ce qui était ingénierie logicielle, j'ai rejoint une société qui s'appelait Luxoft à l'époque, qui n'a rien à voir avec Luxembourg, même si ça s'appelle comme ça. En fait, c'était une société basée en Suisse qui fait de l'ingénierie. Donc, elle développait beaucoup de logiciels pour des acteurs comme Deutsche Bank, donc toujours avec une grosse composante dans le monde de la finance, mais aussi un gros focus sur l'automobile, donc tout ce qui était voiture intelligente, etc. Donc là, j'y suis resté 4 ans et de là, j'ai rejoint LuxTrust, qui était un de mes clients, en fait, chez Luxoft. Là, pour un domaine totalement différent, qui est justement le monde des services de confiance, de la confiance numérique. Et ça va être le sujet aujourd'hui, je suppose. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup pour cet éclairage sur ton parcours. Alors, en effet, moi, je suis ravie que tu nous parles aujourd'hui parce que avec ce qui s'est passé avec le Covid, il y a pas mal d'établissements financiers qui ont dû instaurer, je pense, de manière un peu plus rapide, des systèmes de signature électronique. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Il y a des nouveaux acteurs, des néobanques qui ont également instauré ces systèmes-là dans leurs outils. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était que tu nous expliques comment ça fonctionne la signature électronique, quelles sont les différentes typologies de signatures qui existent, et bien entendu qu'on parle de LuxTrust, voilà, pour mieux connaître cet acteur. Et ce qui m'intéresserait aussi, mais ça ce sera à la fin de cette interview, c'est que tu nous prennes un use case pour nous expliquer en gros comment ça fonctionne quand on veut mettre en place ce type de signature suivant le type de signature qui est utilisé. Si tu pouvais nous prendre un cas d'école. Mais je pense que on peut peut-être déjà commencer par un petit peu que tu nous débroussailles le monde de la signature électronique, parce qu'on entend beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui sont erronées dans ce qu'on entend. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce que c'est qu'un tiers de confiance dans ce cadre-là et la notion de Qualified Trust Service Provider? Déjà, on commence par ça. Oui, absolument. Donc, on va essayer de rester dans des termes intelligibles parce que c'est vrai, tu l'as dit en intro, on tombe vite dans des aspects techniques qui sont assez rébarbatifs et complexes. Donc, jusqu'à juillet 2016, en fait, la manière dont la signature électronique était acceptée dans les différents pays, elle était essentiellement dépendante de la réglementation nationale. Donc chaque pays en Europe avait un peu sa réglementation, même s'ils se parlaient beaucoup et qu'ils essayaient d'avoir un peu des termes et des approches communes. C'est quand même difficile. Et la donne, elle a complètement changé en juillet 2016 parce que là, l'Europe a introduit EIDAS. Donc c'est une réglementation. Ça, c'est un point très important parce qu'une réglementation, à la différence d'une directive que la Commission européenne sort parfois, la directive, elle est transposée en droit national, donc ça laisse une certaine latitude. Alors qu'une réglementation, les États, en gros, il y a une négociation avant, hein, tous les représentants des pays discutent, et quand c'est une réglementation, elle doit être implémentée telle qu'elle. Et cette réglementation, elle a visé et elle vise toujours à, on va dire, normaliser la manière dont les signatures électroniques sont acceptées et traitées dans les pays européens. Et également tout ce qui est identification des personnes, hein. C'est dans ce cadre-là également. Alors oui, parce que en fait, c'est relativement simple à comprendre, hein. La qualité et on va dire le niveau de confiance et le niveau d'assurance qu'une signature apporte, il est extrêmement et totalement lié au niveau de confiance et à la qualité de la manière dont on a identifié la personne. Dans le monde digital, ce qui est vital, c'est de s'assurer qui est derrière l'écran, quoi. Les gens prétendent être Solène, prétendent être Fabrice. C'est assez facile en électronique et à distance d'usurper les identités. Et donc, au plus le nombre de transactions augmente, au plus le risque de fraude augmente. Et tu as parlé du Covid, mais on voit déjà depuis quelques années que les montants de transactions augmentent fortement. Donc, si à l'époque, je vais dire, si quelqu'un fait une petite fraude, j'en sais rien, moi, sur Amazon et qui va voler quelque chose pour 30 €, voilà, c'est toujours embêtant, mais c'est pas catastrophique pour le système, etc. Par contre, quand il commence à y avoir plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros, ça devient beaucoup plus problématique. Donc, les États se sont accordés. Ils ont mis en place EIDAS, et c'est très intéressant parce qu'en même temps, justement, ça a renforcé la légitimité et le scope, surtout en termes géographiques, qui pouvaient toucher des prestataires de services de confiance. EIDAS a amené tout un lot d'audits et de règles qui sont très, très contraignantes et auxquelles tous les prestataires de services de confiance comme LuxTrust doivent se conformer. Donc, ils ont créé ce statut-là aussi de QTSP, donc c'est Qualified Trust Service Provider. Ça veut dire simplement que c'est une société, un acteur qui respecte tous les principes et toutes les règles qui sont imposées par la réglementation et le régulateur. Donc, on est en permanence audité pour tous les services qu'on fournit. D'accord. Et donc, dans les contraintes que vous avez, c'est des contraintes de contrôle de risque, bien sûr, mais également des contraintes techniques avec des serveurs spécifiques, des serveurs signatures. Est-ce que tu peux peut-être faire juste un petit focus là-dessus? Oui, donc il y a une énorme infrastructure technologique derrière avec des serveurs sécurisés. Le but, c'est vraiment d'assurer de bout en bout d'un processus cette confidentialité, justement d'assurer que les algorithmes et toutes les technos qui sont utilisés sont vraiment au goût du jour.
parce Ok. qu'on se base essentiellement sur de la cryptographie. Donc, ce sont des algorithmes qui utilisent à chaque fois les notions mathématiques qu'on connaît aujourd'hui. Mais Mhm. évidemment, la technologie et les avancées dans la recherche font que ces algorithmes, au fur et à mesure des années, ils deviennent caducs. Oui, bien sûr. Et donc, comme des signatures doivent avoir une valeur quand même pendant de longues années, hein, si on prend des contrats de prêt qui vont être sur 40, 50 ans, Mhm. on ne peut pas trop se permettre d'avoir des algorithmes fragiles. Donc, un tiers de confiance comme nous doit faire évoluer au fur et à mesure de ces nouvelles technos et des connaissances, tout l'ensemble de la chaîne technique derrière. Tu as peut-être entendu parler, on entend beaucoup tout ce qui est ordinateur quantique, etc. Il y a des grosses interrogations sur la possibilité pour ces ordinateurs quantiques de casser certaines des clés, parce que tout est basé sur des clés, des séries de chiffres très, 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 très longues. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Donc, un prestataire de service de confiance, il doit s'assurer que son infrastructure, que toutes les machines et surtout tous les logiciels qui font cette chaîne soient robustes et prêts à justement répondre aux potentielles attaques du fait de l'évolution de la techno. Et alors, du coup, en Europe, donc les différents pays mettent en application directement cette réglementation européenne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font ce que vous faites au niveau européen? Ah oui, en fait, quand cette réglementation est arrivée, il y a plein d'acteurs. Il y avait déjà des acteurs nationaux, comme LuxTrust, puisqu'on a été fondé par l'État luxembourgeois et les grandes banques luxembourgeoises. Il y avait déjà pas mal d'acteurs qui ont dû de facto passer ces certifications. Donc, il y avait déjà un certain nombre de sociétés qui se sont retrouvées sur ce qu'on appelle cette European Trusted List. Donc, c'est la Ok. liste qui recense tous les prestataires de services de confiance qualifiés. Et aujourd'hui, il y en a, je crois, il y en a un bon paquet. Je crois qu'on est 147. Ah, Euh, c'est pas tant que ça quand même. Moi, je trouve non, que c'est c'est pas quand tant que même pas ça. énorme au niveau européen, hein. Mais parce Bah, que ça requiert une telle infrastructure et enfin, tu peux pas développer un QTSP avec 3 Pékins. Tu dois non, quand même c'est mettre clair. une armée derrière et puis toute une infrastructure technologique. Oui, donc Oui, moi je trouve que exactement. c'est pas tant que ça en fait. Non, en effet, nous aujourd'hui, on est 80, on est vraiment un pur player. On fait que Mhm. ça, Ouais. le monde de la confiance. Et en plus, c'est un marché qui se consolide, hein. Donc Oui. nous-mêmes, on fait partie d'un groupe maintenant, parce que justement, le marché de la signature, il se développe beaucoup, mais donc nécessairement, il y a des consolidations, hein. Donc voilà, il y a une rationalisation des acteurs. Après, on a parlé un peu de ce qu'est un QTSP et de la réglementation, un peu de la techno. Après, ouais, il y a les signatures qui elles-mêmes impliquent il y a toute une norme derrière et des concepts qui sont assez compliqués. C'est cela qui crée un peu le flou qu'il y a sur le marché, parce que tu disais aujourd'hui, on voit effectivement un peu tout et n'importe quoi, Oui, des fausses idées. oui, tu as les différentes typologies de signatures simples, avancées, qualifiées. C'est vrai qu'il y a pas mal enfin moi je l'ai vu, hein, des acteurs qui prétendent faire du qualifié, alors qu'en réalité, c'est de l'avancée plus, mais tout n'est pas rassemblé dans un flux unique pour permettre d'avoir la signature qualifiée. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un peu être exigeant quand on sélectionne ce genre d'outils. Voilà, pour permettre justement de signer des contrats avec qui ont besoin d'une force en cas de litige. Et c'est vrai que c'était peut-être important juste en une minute, hein, mais que tu précises la différence rien qu'entre avancé et qualifié, par exemple. Oui, donc en effet, il y a beaucoup de mystification. Donc, comme on le disait, c'est une réglementation et les 27, ils se sont mis d'accord sur ce qu'est le qualifié. C'est-à-dire, le qualifié, c'est le seul niveau qui est équivalent à la signature manuscrite. Donc, c'est un niveau de signature qui est porteur de la meilleure assurance possible. Et effectivement, en cas de litige, l'objectif, c'est justement que les litiges soient réglés très rapidement. Si quelqu'un prétend avoir un problème ou va dire, moi, j'ai pas accepté ces terms and conditions, j'ai pas signé ça, là, c'est très rapidement réglé et les business sont protégés. Ouais. Euh, Par contre, comme c'est assez contraignant, ils ont introduit aussi des autres niveaux, donc enfin surtout l'avancé que tu mentionnais. Le simple, c'est vraiment ce qui est tout en bas de l'échelle. Là, c'est à la limite, tu prends un scan de ta signature perso manuscrite et tu le mets sur un document. Ça vaut comme signature électronique, c'est une signature simple. Ouais. Évidemment, ça n'a zéro valeur. Ça a zéro valeur parce que tu mets ça en face d'un tribunal et les gens vont dire tout de suite, c'est pas moi qui ai copié ma signature, on peut la trouver un peu partout, hein. Ouais, ouais.
Et donc, il y a l'avancée qui entre et qui essaye d'introduire une certaine sécurité, un niveau d'assurance, Mhm. sans tomber dans des grosses contraintes qui sont liées à avoir vu la personne, etc., à l'identification. Il n'y a pas de magie, hein. Donc, tu parlais d'avancée plus plus, on voit surtout beaucoup d'avancées moins moins sur le marché, où franchement, enfin voilà, ce Ça, que c'est doit ton faire œil une signature. critique. C'est ton œil critique, hein. C'est pas vendu comme ça. Ouais, ouais, mais c'est ce qu'on voit sur le marché. Malheureusement, on a beaucoup de clients qui viennent nous demander, mais tiens, cette signature-là, tu me la valides? Et quand on regarde dedans, ben non, c'est valeur pipi de chat, comme on dit, parce que on peut pas prouver qui a fait quoi, et il y a Ouais, tout un tas d'attaques qui existent. Donc aujourd'hui, ouais, tout à fait. on voit beaucoup de signatures sur base d'un email ou d'un SMS. Or, le SMS, tout transite en clair dedans. Et il Bien y a des sûr. attaques qui sont très connues. Ouais. Et donc voilà, maintenant, la signature, c'est lier une personne à un document. Et donc, il y a un petit mécanisme cryptographique qui est mis dessus. Ce que dit l'avancée, c'est assez simple. C'est on doit avoir la personne liée au document et au processus de signature. Donc ça, une interprétation, c'est que obtenir un code par SMS, ben, ça crée le lien, tu vois, puisqu'une personne, elle a son numéro de téléphone, on Ouais. considère que c'est elle. Voilà, on ne considère pas là-dedans que le numéro, la SIM a pu être clonée, que le message a pu être intercepté par Mhm. une borne GSM pirate ou des choses comme ça. Ouais. Donc, on considère que ce lien, il est fait. Et voilà, donc c'est des interprétations, ça peut être valable dans certains domaines, mais évidemment, si on commence à faire ça pour des contrats à grosse valeur, Ouais. ben, c'est toujours pareil, hein. C'est un peu comme avec la GDPR, là. Je crois que c'est le premier qui va avoir un vrai problème et où il va y avoir des pénalités, que là, qui va se retrouver au devant de la scène. Et c'est surtout des histoires d'images, hein. Ouais. Donc voilà. Tout à fait. Donc Ok, la grosse merci. différence, voilà, Pardon. c'est ça. C'est le niveau d'assurance et comment les gens sont protégés. Voilà. Ok, merci Fabrice, c'est très clair. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Alors, parlons un peu de LuxTrust. Donc, tu disais LuxTrust, c'est une société qui a été créée par le gouvernement et les principales banques de la place luxembourgeoise, qui existe maintenant au niveau européen, qui a été récemment rachetée par un acteur italien, si je suis correcte, et qui a ouvert également des bureaux en France. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit topo sur LuxTrust et sur le type de clients que vous targetez? Oui, bah donc effectivement, on a été fondé par l'État luxembourgeois et les grandes banques. La mission, c'était justement d'équiper le pays d'identité électronique suffisamment solide et robuste pour assurer la sécurité de l'écosystème bancaire national, mais aussi étatique, donc tous les services de l'État, que ce soit la déclaration de taxes, les impôts, etc. Ça, c'était la mission de LuxTrust. Et depuis EIDAS, évidemment, on se déploie en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on a pris part dans ce groupe. Donc, en fait, on n'a pas été acheté par des Italiens, c'est qu'on a fait Pardon. nos montants de capital et ils sont entrés au capital à hauteur Ok. de 50%. Donc, voilà. Non, parce que comme on est un acteur systémique, on Oui. ne peut pas non plus être racheté comme ça. L'État Non, est non. toujours Je fais des prédominant dans. shortcuts. Voilà, pas grave, c'est pas grave. Et effectivement, du coup, on se déploie beaucoup en Europe avec la force du groupe, donc avec notre partenaire InfoCert, qui nous permet Mhm. de couvrir une géographie quand même beaucoup plus large vers l'Est, également vers l'Amérique latine. On est en fait trois. Il y a InfoCert, il y a Camer Firma et LuxTrust. Donc nous, nos cibles, c'est plus tout ce qui est institutionnel et grosses entreprises. On vise pas directement le B2C, Mhm. c'est pas l'objectif. Par contre, on touche énormément de citoyens, du coup, puisque nos clients étant des banques, les utilisateurs finaux, bah, c'est tout le monde, c'est nous, Ouais. hein, c'est nous Ouais. tous. Voilà. Après aussi, donc les institutionnels, le monde de l'énergie, de l'aéronautique, c'est beaucoup parce qu'on travaille dans le space avec l'Agence spatiale européenne, par exemple, où il y a beaucoup de besoins justement de sécurisation et des choses comme ça, mais aussi des acteurs de l'énergie comme EDF, etc. Mais sinon, notre ADN et notre cœur, ça reste les institutionnels au niveau bancaire Ok. et éventuellement les États. Ok, parfait. Écoute, merci. Est-ce que tu pourrais nous prendre un use case récemment, sans forcément citer quel client, mais nous dire un petit peu dans quel cadre ça peut être utilisé de façon concrète. Par exemple, je ne sais pas moi, la mise en œuvre d'une signature électronique qualifiée pour un acteur financier dans le cadre des ouvertures de compte ou ce type de setup. Nous expliquer comment ça s'est déployé, comment ça se met en place et ce qu'il faut avoir à disposition, est-ce qu'il faut être enregistré comme établissement auprès de LuxTrust. Est-ce que tu peux prendre un cas d'école et nous expliquer comment ça s'est passé pour un déploiement, enfin pour un de vos clients?
Oui, oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certainement un avant et un après Covid, hein. Enfin un Mhm. avant et un pendant Covid, parce que les cas d'utilisation, ils étaient très focalisés de toute façon sur tout ce qu'on appelle le cycle de vie client. Donc, ça démarre à l'entrée en relation, ensuite la contractualisation de nouveaux produits, de nouveaux Mhm. supports, et effectivement, donc la signature elle-même et les services de confiance, ils sont utilisés dans divers buts et à diverses étapes. Donc l'étape la plus fréquente, qui est souvent visée par les métiers, que ce soit des banques privées ou des banques de détail, hein. Donc dans notre base client, on a des branches, par exemple du Crédit Mutuel, de BNP, qui fait d'ailleurs partie de nos actionnaires, ou des Sociétés Générales, et ils ont tous un peu les mêmes besoins. Donc tu parlais de l'entrée en relation, donc c'est par exemple vraiment l'entrée en relation, la signature par exemple d'un mandat de gestion ou l'obtention d'un compte courant, Mhm. vraiment le B.A.-ba. Beaucoup pensaient être déjà fort digital et zéro papier, mais c'était en fait très rarement le cas. Et le Covid, il a fait, C'est clair. vraiment mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Donc on a dû effectivement couvrir C'était ces un révélateur, sujets-là. hein, cette crise. Oui, à ce niveau-là, Ouais. vraiment, oui. Mm. Parce que c'était même la douche froide, parce qu'il faut être très clair, les établissements financiers, ils n'étaient pas restés les bras croisés. Ça fait des années qu'ils investissent des millions dans la digitalisation et ils étaient vraiment très avancés. Et la problématique, c'est qu'il y avait quand même toujours beaucoup d'interactions non digitales. Le téléphone est quand même beaucoup utilisé, donc ça, pendant le Covid, ça s'est maintenu. Mais il y avait aussi systématiquement une grande possibilité de rencontres physiques, quoi, pour signer les contrats vite fait quand on va en ville, on passe à une Ouais. agence où ils te les envoient par courrier, tu les signes et voilà. Mais là, le Covid, ça leur a montré que les volumes étaient tels, il y avait tellement d'actions au day-to-day à faire que c'était plus possible. Donc, ça a accéléré la mise en prod de ces cas d'utilisation que tu décrivais. Donc, Mhm. nous, on va dire, dans le Covid, on a eu justement une approche qui était très particulière parce que les banques avaient elles-mêmes pas la possibilité de faire beaucoup travailler leur IT. Donc, il a fallu qu'on puisse mettre à disposition des solutions cloud très vite. Ok. Donc, en gros, tu signes un contrat et 2 jours après, il faut que tu aies ton système à dispo avec lequel tu puisses passer des documents, inviter tes clients pour qu'ils fassent tout le processus en ligne sur les systèmes dans le cloud. Donc ça, c'était un moment assez particulier. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est maintenant, tous les acteurs comme ça, on va dire, ça se calme un peu, ils projettent la suite. Donc, on voit vraiment que c'est le cycle de vie. Le cas d'utilisation, c'est vraiment le cycle de vie. C'est-à-dire que tu rentres en relation avec un établissement bancaire, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel de leur travail. Il y a tout ce que toi, tu fais en tant que client d'une banque, quand tu vas, j'en sais rien, faire un nouveau prêt, etc. Et donc, ce qu'on a appris pendant le Covid, c'est que nos clients avaient beaucoup de besoins autour de la renégociation des prêts, en fait, Mhm. des prêts bancaires. Ouais. Et évidemment, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Donc là, c'était vraiment un cas d'urgence où ils devaient pouvoir, tout ce qui est prêt à la consommation, revoir la manière dont ils allaient échelonner, etc. Donc ça, dans le Covid, c'est vraiment un cas Et du d'utilisation. coup, vous avez redéployé spécifiquement pour ces cas des solutions de signature en ligne? Ouais, donc nous, on avait donc c'est quand tu demandais ce qu'il y a à faire pour utiliser les services de confiance, en fait, il y a un aspect de la réglementation qui est très, très clair et strict, c'est que les systèmes, pour être des systèmes qualifiés, ils doivent être sous le contrôle du tiers de confiance, du prestataire de service de confiance. Ça veut dire que c'est nécessairement dans nos data centers et donc c'est du cloud, quoi. Mm. Donc c'est des systèmes qui sont disponibles en cloud parce que nous, on doit garder les preuves pendant 10 ans après l'expiration d'une signature, etc. Donc on a des grosses contraintes par rapport à tout ce qu'est ce faisceau de preuves, en fait. Donc du coup, le travail à faire pour un client, c'est d'appeler ces services. Mais attends, C'est un je vais peu juste faire peut-être un petit focus pour les auditeurs. En fait, quand tu parles de faisceau de preuves, c'est en cas de litige avec le client, l'établissement doit pouvoir fournir tous les éléments pour justifier que c'est bien un client qui a signé. Et avec la signature qualifiée, il y a un inversement de la charge de la preuve et c'est au client de prouver qu'en fait, c'est pas lui. C'est correct? C'est correct, ouais. Et en cas de litige, donc il y a une analyse du niveau de cette signature qui est qualifiée, et il y a quand même une analyse aussi du faisceau de preuve pour être certain qu'il n'y a pas eu de fraude ou de hack,
Et donc là, nous, on amène aussi une partie de ces éléments de preuve pour que, justement, comme je le disais au tout début, ça dure le moins longtemps possible, quoi. Que ce soit réglé aussi sec plutôt que d'avoir 2 à 3 ans de litige avec des graphologues, etc., quand on est dans de la signature manuelle, quoi, manuscrite. Voilà, pour les cas d'utilisation, c'est vraiment ça. Le premier cas d'utilisation, c'est la souscription de nouveaux services ou d'entrer en relation. Et ça veut dire être capable de prendre des PDF, des contrats, de les faire signer par les diverses parties. Alors là où ils ont besoin de solutions, souvent dans les banques, c'est qu'il y a souvent pas une seule partie en face, mais il y a monsieur, madame, il y a dans les contrats d'assurance parfois des bénéficiaires. Il y a beaucoup de, mine de rien, d'actes chaque année concernant les produits existants et les mises à jour qu'on fait de nos contrats. Ouais. Donc ça consomme énormément de volume. Et après, il y a eu d'autres aspects aussi, comme la DSP2 et toutes les nouvelles réglementations. DSP2, c'est la nouvelle directive de paiement, hein. PSD2. Voilà, donc là aussi, ça impose l'utilisation de certaines mécaniques de confiance pour s'assurer que de bout en bout, les parties impliquées sont bien légitimes, etc. Et donc, on utilise aussi des mécanismes cryptographiques pour ça. Donc, ça fait 2 ans que les établissements financiers sont très attentifs et ils deviennent de plus en plus au fait de ce que sont les signatures. Donc, ils savent faire de plus en plus la différence en analysant les contrats qui leur sont soumis entre les signatures qui vont en fait mettre toute la responsabilité de leur côté et celles qui vont les protéger. Donc voilà, ils font cette distinction-là de plus en plus. Et je pense qu'avec ce qui va se passer là, on le voit bien partout. De toute façon, il y a eu des alertes des différents organismes de surveillance de cybersécurité. La fraude, elle a fortement augmenté. Donc ça va encore plus renforcer à mon avis, cette connaissance qu'ont les diverses équipes sécurité des banques dans tout ce qui est service de confiance. Ok, mais en termes de setup, donc pour mettre en place une solution avec LuxTrust, ton client, donc ton établissement financier va émettre ses besoins, va être bien sûr LuxTrust va être validé par le vendor management, enfin l'équipe qui gère tous les fournisseurs tiers. Est-ce que tu as une idée pour un use case du temps que ça prend en général avec un établissement de moyenne taille? Alors le truc principal, faut être très clair, c'est qu'il y a toujours un use case d'entrée. Et après, en fait, la signature électronique, elle se déploie dans les divers départements. Donc, il y a vraiment énormément de use cases. Là, on parlait beaucoup du cas relatif à l'interaction avec le client, puisque c'est le principal focus des métiers. Mais il faut savoir que nos solutions, elles sont énormément utilisées pour les processus internes. Par exemple, le B2B. Pour les boards. Les boards aussi. Alors, il y a les boards, tout à fait, les board packs. Il y a la partie qui prend énormément de volume. C'est le vendor management. Mais la banque verse ses fournisseurs à elle. Ouais. Donc ça, c'est un gros cas d'utilisation. Donc, on parle toujours, nous, on a une méthode de projet qui commence par la mise en place de ce qu'on appelle une instance maîtresse. Donc, c'est en gros la solution qui va gérer les 4-5 gros cas d'utilisation pour démontrer la valeur de la solution et qu'il y a un retour sur investissement sur des cas qui sont vraiment parlants et représentatifs pour la société. C'est entre 6 et 8 semaines. Si tu prends un gros acteur, je sais pas, comme des EDF ou des gros groupes, on a mis entre 6 et 8 semaines pour livrer l'instance de prod. Oui. Et après, faut pas sous-estimer aussi le travail qu'eux ont en interne pour intégrer leur système, mais là, qui sont vraiment relatifs à leur flux à eux. Par exemple, l'archivage, c'est quelque chose de très, très important quand on est dans le domaine électronique. Oui. Ils font un archivage électronique probant, etc. Donc, si les sociétés ont des solutions propriétaires, parfois, elles ont du travail de leur côté aussi. Donc, voilà, mais en moyenne, c'est 6 à 8 semaines. Après, des fois, ça va beaucoup plus vite. C'est assez rapide. C'est assez rapide quand même. Enfin, moi, je l'ai testé avec toi et c'est vrai que quand on y va. Ça peut aller très, très vite. On avait travaillé sur un timestamp, une solution de timestamp avec LuxTrust. Et c'est vrai que ça avait été déployé en 3 semaines de mémoire. Oui, ça, c'est vraiment le service d'entrée, c'est le plus simple. Donc, oui. C'est maximum 3 semaines. Mais vous aviez mis en place, en plus, la signature électronique et vous aviez mis 1 mois pour faire authentification forte et signature électronique. Oui, efficace. Avant qu'on se quitte, Fabrice, est-ce que tu pourrais nous recommander un bouquin un peu technique sur la signature ou sur l'innovation en général qui t'aurait inspiré ces derniers mois, ces dernières années?
C'est une bonne question. En fait, moi, je suis plus sur tout ce qui est podcast de C'est la vrai. sécurité. Comme je venais pas du domaine, C'est vrai que je t'écoutes beaucoup de m'intéressais à podcasts. certains. Ouais, bah, je change beaucoup aussi, mais voilà, tout ce qui était euh, les podcasts, bah, comme je disais, sur la sécurité, donc les Safety Talks ou Comptoir Sécu, Mhm. des podcasts de ce style-là. Sinon, malheureusement, sur la signature électronique, il n'y a pas grand-chose. En revanche, il y a pas mal de livres blancs et de webinars qui sont faits. Oui, Moi, j'en profite pour faire de la pub, hein. Les gens peuvent récupérer un livre blanc sur la signature électronique sur le site de LuxTrust, hein, je mettrai le lien. luxtrust.lu. Oui, je mettrai le lien. Voilà. Après, sinon, il y en a d'autres qui sont assez intéressants. Bah, il y a la Fédération nationale des tiers de confiance en France qui édite des bouquins, des livres blancs assez souvent sur l'archivage électronique, par exemple, et ces choses-là. Donc, c'est quand même assez utile pour se documenter. En attendant qu'il y ait un vrai bouquin qui sorte, moi, j'en ai pas vu qui soit à la portée. Après, c'est des bouquins sur les normes. Et ça, c'est Ah oui, non, hyper ça c'est rébarbatif. c'est un peu boring. Tu lis 3 pages et puis Tu tu te t'endors. pends. Voilà. Donc, non, c'est pas Et en encore. Voilà. podcast, Les allez, webinaires, un podcast. ouais, le comptoir sécu, moi, j'aime bien le comptoir sécu. Mais Ok. c'est beaucoup plus C'est large, quoi. francophone. Ouais, c'est francophone. D'accord. Ouais. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Fabrice. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très bientôt. Merci, Solène. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous connecter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!